Et puis, et c'est peut-être ça le plus émouvant et le plus déstabilisant, ce monde est proche, mes amis. Il n'est pas à l'autre bout de l'univers. Il n'est pas à des années et des années-lumière de la Terre. Nous pouvons l'atteindre. Il faudra bien sûr d'immenses efforts à l'humanité si elle le décide. Mais nous pouvons l'atteindre. Et c'est pourquoi j'ai réuni aujourd'hui 3 spécialistes en interrompant le programme de ce festival, en le réorientant avec l'accord de toute la Cité des Congrès, de Marie Masson, de Paul Billaudot et de Rachel Baucher et d'Émeric Siasso. Je vous présente ces 3 spécialistes. Le 4e a peut-être été empêché pour d'autres raisons, mais peut-être nous rejoindra-t-il tout à l'heure. Merci de présenter ces spécialistes. Roland Lehoucq, astrophysicien, auteur et président du festival Les Utopiales. Laurent Genefort, auteur de science-fiction, multiprimé encore hier. Spécialiste hors pair des extraterrestres, comme vous avez pu le constater sur cette interro surprise. Olivier Grasset, directeur du laboratoire de planétologie de Nantes et chercheur infatigable de Nouveaux Horizons. Et Frédéric Blanchard, qui peut-être nous rejoindra, illustrateur, concepteur de cette magnifique exposition autour des séries B des éditions Delcourt. Alors messieurs, merci d'être là. Merci de relever ce défi qui va bien au-delà de la science-fiction et de la réalité. Et j'ai envie de vous poser une première question. Nous avons ici fermé la Cité des Congrès, personne ne peut sortir pour l'instant. Vous êtes les seuls à être au courant, nous avons paralysé les réseaux sociaux et fermé les réseaux Internet. Ils vont décider une première chose très importante, messieurs. Qu'allons-nous faire de cette information? Faut-il la diffuser immédiatement, largement? Faut-il la retenir et graduellement l'édulcorer peut-être pour éviter des émeutes, des guerres, peut-être une déstabilisation complète de notre système monétaire ou la chute de gouvernement? Faut-il gérer son impact ou faire prévaloir la liberté de l'information et de la communication? À vous la parole. C'est moi qui m'y colle. Alors ça échappe un peu à la SF parce que il me semble que des protocoles existent déjà et qu'au niveau international, quand c'est un télescope qui découvre quelque chose, ça relève du domaine public. Et donc, je crois qu'il y a un protocole pour ça, en fait. Donc, je ne suis pas sûr qu'on puisse, de toute façon, cacher des choses comme ça sans... voilà, pour programmer ce qui doit être divulgué ou pas. Du point de vue pour les scientifiques, évidemment, quand on fait des observations, il y a du temps de télescope qui est demandé, ou du temps de télescope au sol, ou du temps de télescope en orbite. Ça, c'est pour faire l'observation. Les gens, d'abord, font l'observation, voient quelque chose de curieux, éventuellement quelque chose de très curieux, une nouvelle planète dont on a plein d'informations. Évidemment, dans le protocole scientifique, il y a d'abord, voilà, on est content, il y a quelque chose de très curieux, une découverte finalement, une grande découverte. Il faut souvent la valider, évidemment, elle va être d'abord, l'équipe qui est l'auteur de cette découverte va revérifier son travail, revérifier ses informations, revérifier tout ce qui s'est passé dans les mois ou les semaines qui ont précédé la découverte, pour s'assurer qu'il n'y ait pas un artefact, que ce n'est pas un problème. Ensuite, elle va être automatiquement, ça c'est dans le processus scientifique, c'est automatiquement soumis, publié, soumis à un comité de lecture, une revue qui va être publiée, ça va être publié, de sorte que d'autres personnes, c'est ce qu'on appelle la validation par les pairs, PAIR, PAIRS, ils sont plusieurs, et vérifier que tout s'est bien passé. Et éventuellement, ensuite, d'autres équipes vont voir la même chose, tenter d'observer la même chose, vérifier si ce qui a été dit a été fait selon les normes. D'abord, la procédure a été suivie. Ça ne valide pas la réalité de l'observation, ça valide que la procédure d'observation n'a pas été mauvaise, n'a pas été perturbée par aucun problème. Et puis ensuite, d'autres vont essayer de faire la même observation pour vérifier s'ils voient la même chose. Et puis quand tout le monde, plusieurs équipes indépendantes, en différents endroits, éventuellement des équipes concurrentes, donc elles veulent montrer que l'autre s'est trompé.
ou a fait une erreur dans l'observation, ou ne s'interprète pas de la bonne façon, quand tout ça a fait consensus, alors la découverte est finalement validée. C'est ce qui s'est passé, par exemple, pour la découverte il y a 20 ans maintenant de la première exoplanète par Michel Mayor et son équipe. Ils ont d'abord vérifié que ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils pensaient avoir vu comme l'indice indirect de l'existence d'une exoplanète était bien la preuve de l'existence. Ça a été publié, et puis ensuite, de nouvelles découvertes ont été faites. Cette exoplanète a été confirmée par d'autres équipes, et puis d'autres exoplanètes sont arrivées, bref, etc. Et maintenant, on en découvre, on en connaît plus de 2000, et on en découvre régulièrement tous les mois. Donc il y a quand même un processus scientifique. Si c'est une équipe scientifique qui fait ça, ça ne serait pas la même chose. C'était un vaisseau qui se pose, un vaisseau extraterrestre qui se pose sur Terre. Là, c'est la découverte, donc ça sera fait forcément par des scientifiques, parce qu'il faut avoir tout le protocole, les instruments et le protocole d'observation. Ça sera de facto publié dans la communauté scientifique. Et comme il y a de nombreux acteurs qui écoutent, qui regardent, qui lisent ce qui se passe dans la communauté scientifique, ne serait-ce que des journalistes scientifiques, ça sera de facto public très rapidement. On le voit par exemple avec la planète, la Kik, avec un numéro infernal, où des scientifiques ont publié le papier qui disait « Ah, cette planète, c'est bizarre, elle a des variations de luminosité non périodiques et très importantes ». Ça a été publié comme un papier scientifique qui disait « Voilà, on voit ça ». La publication scientifique a validé que le travail avait été fait correctement. L'interprétation qui en a été faite, après, ça a donné jeu à, je ne vais pas dire à des rumeurs, mais des interprétations très variées, dont il y a des mégastructures. Il y a peut-être Omal en construction autour de l'étoile. Enfin, ils ne disaient pas Omal parce que les Américains, mais ils disaient des sphères de Dyson en construction autour de cette étoile, qui est une interprétation, disons, extraordinaire. L'interprétation qui est le vent en poupe chez les scientifiques est celle de... Il y a des poussières, des choses qui se passent devant l'étoile, qui sont en quantité suffisante pour obscurcir notablement son rayonnement, et qui sont non périodiques, donc qui font les effets que l'on constate. C'est moins extraordinaire, mais plus plausible, mais c'est tout de suite posé devant la communauté scientifique, évidemment, et de facto devant l'ensemble de l'humanité. Si j'ai bien compris, puisque là on a une réunion très importante, puisque les gens sont là avec le comité d'experts qui est pas devant nous, on va devoir décider ce qu'on fait. Si j'ai bien compris, là on est sûr que c'est bon. C'est-à-dire que tout ce que tu viens de dire, c'est validé, on a toutes les équipes, le Science Management Plan a été respecté, c'est-à-dire que les données ont été propriété des équipes le temps nécessaire à faire les analyses. Aujourd'hui, on est devant le fait accompli. Très bien, donc c'est normal, ça nous arrive assez souvent, il y a des super découvertes, qu'est-ce qu'on en fait? On ne cache jamais rien, jusqu'à maintenant, en tout cas, je ne suis pas au courant. Mais là, on a un vrai problème. C'est ce que j'entends. On a un vrai problème puisque quelque part, la décision qui va venir derrière, qui concerne le spatial, c'est à quel moment on doit appliquer les normes de protection planétaire. C'est-à-dire que si c'est une vraie Terre, est-ce qu'on a le droit d'y aller ou pas? C'est comme pour le lac Vostok, c'est comme pour tous ces endroits où on a peur de contaminer, comme Mars ou ailleurs. Moi, ce que j'entends aujourd'hui, c'est que la décision qu'on va devoir prendre, elle va dépendre de ce qu'on décide de faire sur la protection planétaire. D'où ma question. Est-ce que tu sais quel est l'âge? Parce qu'avant de débattre de quoi que ce soit, il faut qu'on sache quel est l'âge du système. L'âge du système, je ne le connais pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, tout a été vérifié. Je n'aurais pas interrompu le festival pour une fausse annonce. Donc tout a été bien vérifié. Le protocole de vérification que tu évoques a été entièrement accompli et suivi. Je suis heureux d'entendre aussi le président Roland Lehoucq bien rappeler qu'il n'y a pas possibilité de masquer ou de cacher l'information. Ou alors, c'est dire que, rassurez-vous, l'information est déjà diffusée. Donc voilà, donc a priori, découverte scientifique, elle est automatiquement publique. Dès que les scientifiques ont décidé que, en interne, dans leurs propres travaux, ils trouvent un truc. Reprenons par exemple l'exemple des neutrinos qui étaient supposés aller plus vite que la lumière. C'est vraiment une autre discipline, mais ils ont passé 6 mois à se prendre le chou, à dire mais c'est pas possible, quoi, on a dû merder quelque part. Et puis faute de trouver l'endroit, l'erreur supposée, et faute d'avoir une bonne réponse en interne, mais en ayant validé tout leur protocole, c'est-à-dire tout leur protocole leur semblait correct, et en même temps ils n'avaient pas de réponse, ils se résolvent à la mettre devant la communauté pour cette fois-ci élargir le champ des discussions et dire, ben voilà, il y a cette chose bizarre, on publie un article là-dessus, voilà tout ce qu'on a fait, on vérifie, la validation par les pairs vérifie que ça s'est bien passé, qu'ils n'ont pas fait de faute, disons, d'une certaine façon, il n'y a pas de faute professionnelle, entre guillemets, et puis ensuite on discute. Et la discussion fait émerger la réponse qui est, il y a eu un problème technique qui n'avait pas été finement détecté. C'est eux-mêmes en fait qui l'ont trouvé, mais ça a été sollicité parce que plein de propositions ont été faites. Il y a des propositions théoriques qui ont été faites. Ah, si les neutrinos ont que la lumière, alors bla 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 bla. Des propositions techniques. Bon, écoutez les cocos, vous avez oublié de faire ça. Non, non.
on l'a fait. Bon, les cocos, vous êtes gentils, mais vous oubliez de faire ça aussi. Non, non, on l'a fait aussi. Et puis cet aller-retour a fini par, ok, c'était pas une observation réelle, c'était un artefact qui venait d'un problème de connectique, tout simplement de câbles, hein, de la façon dont les câbles étaient branchés. On a trouvé l'endroit, ça a été validé, le résultat a été enlevé, mais c'était le processus normal de validation scientifique. Donc pour un truc extraordinaire, on veut des preuves extraordinaires. Bien sûr. C'est quelque chose d'extraordinaire. On veut des preuves. Donc quand les preuves sont trouvées, quand tout le monde est d'accord, c'est plus une discussion. Il y a un consensus qui se fait, et là après on passe dans un autre mode, il y a une découverte incroyable, l'existence d'une nouvelle Terre, on sait où elle est, on a des informations, on n'a pas toutes les informations, parce que là, la première information, c'est elle existe, et on peut valider la phrase, c'est une nouvelle Terre. Oui. Son âge, tous les détails, évidemment, c'est comme un objet très lointain, très faible, les observations vont être très difficiles à mener, donc plein d'informations sont manquantes. Est-ce qu'il y a des humains non. Alors, des êtres vivants dessus, est-ce qu'il y a de la vie, ne serait-ce que de la vie, même bactérienne? Tout ça, c'est des moments qui arriveront, mais alors, plus la question est précise, plus le temps pour obtenir la réponse sera difficile. Justement, avant de passer à d'autres aspects, le processus de vérification scientifique donc, peut prendre énormément de temps. En moyenne, par rapport à la détection d'une exoplanète, d'une nouvelle exoplanète, peut-être semblable à la Terre, justement, combien de temps prend le processus de vérification? Olivier, ça peut dépendre de l'orbite de la planète, ça peut dépendre de la difficulté d'obtenir des données, ça peut être de quelques mois à quelques années. Si là on parle d'une Terre, je traduis que dans ton esprit on parle d'une Terre à côté d'un Soleil comme le nôtre à une distance d'une unité astronomique de son étoile. Auquel cas, de toute façon, il faut au moins 2 transits pour avoir le rayon, donc ça veut dire qu'il y a eu 2 années d'observation. Et le transit, ça veut dire si on la détecte. Peux-tu nous expliquer, expliquez-nous le transit, parce que peut-être certaines personnes... Le transit étant simplement l'éclipse, en quelque sorte, quand elle passe entre son étoile et nous-mêmes, et ça permet de mesurer le rayon. Et au-delà de ça, il y a une vérification au sol, enfin plutôt une mesure au sol qui est obligatoire pour aller, par effet Doppler, sur l'étoile, mesurer la masse de la planète. Aujourd'hui, et en fait, on parle d'aujourd'hui, quand on va parler de la mission Plateau à l'Agence spatiale européenne, c'est exactement ça qu'on va faire, et on va, ce qu'on est en train de discuter là, je pense qu'en 2030 c'est fait. C'est-à-dire qu'on aura des terres comme celle-là en 2030 avec Plateau, qui sera donc cette mission qui va mesurer les transits sur une Terre. Il va falloir au moins 2 mesures, donc c'est 1 an et demi à suivre. Les validations qui suivent, c'est quelques mois, pas plus. Et comme il y aura le suivi au sol pour la masse, voilà, au total, sur 2 ans, on est sûr de nous. Enfin, quand ça s'est annoncé, c'est sûr. La question de l'âge va avec, parce qu'en fait, tu peux pas me dire qu'on connaît pas l'âge. Parce que pour avoir la précision nécessaire à la taille de la planète, en fait, il faut avoir la précision sur la taille de l'étoile. Et cette précision sur l'activité de l'étoile qui est associée à sa taille va nous donner son âge. C'est ce que va faire Plateau aussi. Et aujourd'hui, pour arriver à mesurer une planète comme celle-là, en fait, je monte du doigt parce qu'elle est devant moi. Voilà. Pour arriver à mesurer avec cette précision une planète masse-rayon comme la Terre, on va être nécessairement obligé d'avoir aussi l'estimation de l'âge du système, qui est un élément crucial pour la suite. Savoir quel devrait être l'âge d'un système qui pourrait potentiellement justement être une Terre? Quel serait l'âge moyen d'un système qui pourrait correspondre à la Terre? Pour avoir des hommes ou pour avoir des... Pour avoir moins de la vie, on se base sur l'âge du système solaire, par exemple, on prend comme référent l'âge du système solaire, c'est 4,56 milliards d'années. Il y a des systèmes, on sait qu'il y a des systèmes extrasolaires qui sont plus anciens que ça, il y en a des plus jeunes aussi, on le sait aussi, on les a vus et on sait les dater avec une assez bonne précision qui est de l'ordre de quelques dizaines de millions d'années sur un âge de plusieurs centaines, centaines de millions, plusieurs milliards d'années, donc ça fait une précision qui est relative, qui est assez bonne. Sur Terre, on estime qu'il y a 3,8 milliards d'années, on sait, par les fossiles, donc des stromatolites australiens, on sait qu'il y avait de la vie organique terrestre il y a 3,8 milliards d'années, la Terre a 4,56 milliards, donc voilà. 700 millions d'années, disons, voilà, 600, 700 millions d'années, c'est un bon. Donc un système qui est aussi jeune que 6 à 700 millions d'années, on peut commencer à discuter pour une vie microbienne. En tout cas, ça ne veut pas dire qu'elle était... Même à partir de 600, même à partir de 600-700 millions d'années, c'est suffisant. Ouais, oui, mais pas pour la vie humaine. Pas pour avoir l'oxygène. Voilà. Là, tu nous as annoncé qu'elle était blindée d'oxygène, oui. Et ça, c'est pas compatible avec une atmosphère secondaire de planète tellurique. Exactement. Donc, il est nécessaire qu'elle soit beaucoup... Enfin, nécessaire. Voilà, on n'a rien compris, hein, c'est de l'anthropomorphisme primaire, tout ça. Mais le fait est qu'elle doit nécessairement être beaucoup plus ancienne pour avoir un tel taux d'oxygène, avec une activité biologique quelconque qui va générer ce taux d'oxygène. Parce que c'est pas naturel sur une planète sans vie. Bien sûr. La Terre primitive était bien plus riche en dioxyde de carbone que maintenant, bien plus. Elle était surtout dépourvue de dioxygène.
Le dioxygène qui vient essentiellement de l'activité photosynthétique des premiers organismes photosynthétiques, les algues bleues et les stromatolites, et ces êtres-là transforment le dioxyde de carbone, ils mangent du dioxyde de carbone, ils donnent du dioxygène, et la subtilité, quand même, je la donne parce qu'on ne l'entend pas souvent, en mourant ces êtres, ils se décomposent, et pour se décomposer, ils sont oxydés par le dioxygène qu'ils ont produit, et ils redonnent du dioxyde de carbone. Ça veut dire que, en gros, on dit une forêt, par exemple une forêt, ça produit du dioxygène, mais les arbres qui meurent consomment du dioxygène. Donc une forêt à l'équilibre ne consomme pas et ne produit pas de dioxygène. C'est un stock. Exactement, c'est un flux entrant, ça produit du dioxygène parce qu'il y a les arbres qui poussent, les jeunes, et ceux qui meurent et qui pourrissent consomment du dioxygène. À l'équilibre, une grande forêt à l'équilibre ne produit ni ne consomme de dioxygène. Donc l'Amazonie, poumon de la planète, bon oeil, quoi, hein, d'accord, c'est pas vrai. Ce qui est important, ce sont les arbres, plus exactement les êtres photosynthétiques, qui ont produit du dioxygène pendant leur vie et qui meurent à l'abri du dioxygène. Et ceux qui meurent à l'abri du dioxygène ne pourrissent pas, ne consomment pas de dioxygène pour refaire les matières organiques de base et l'oxydation maximum du carbone qui est le gaz carbonique. Et du coup, pour faire gros, c'est pas tout à fait juste parce qu'il y a beaucoup plus de dioxygène que ça, mais pour faire gros, tout le pétrole, tout le charbon, tous les combustibles fossiles, ce sont des arbres qui sont morts et qui se sont décomposés à l'abri du dioxygène. Et eux, ils ont produit et n'ont pas reconsommé. Donc c'est ce genre d'activité-là, mais le carbone qui est dans le pétrole, etc., c'est très insuffisant pour expliquer les 10 puissance 15 tonnes de dioxygène qu'il y a dans l'atmosphère. Et c'est ça qui fait le dioxygène. Donc les arbres que vous coupez et que vous mettez sous une chape de béton, vous mettez dans les sédiments de l'Amazone, par exemple, bref, qui sont enfouis à l'abri du dioxygène, ce sont ceux-là. Ce sont les êtres qui meurent, qui tombent au fond de l'océan et qui se décomposent au fond de l'océan, qui font les couches sédimentaires au fond de l'océan et qui meurent à l'abri du dioxygène, en se décomposant pas. Voilà. Donc c'est cette accumulation lente qui finit par faire la teneur de dioxygène que nous avons maintenant, qu'il a été dans le passé, qu'il était nul dans le passé, qui s'est accumulé petit à petit. Voilà. Alors, donc ça veut dire que non seulement il y a l'âge du soleil, mais aussi il y a l'ancienneté de la vie déjà microbienne, disons photosynthétique, si c'est quelque chose qui ressemble à ça, c'est cette planète qui est importante. Donc ça veut dire que les scientifiques ici présents, et après je vais me tourner aussi vers l'auteur, Laurent Genefort, vous avez déjà des protocoles précis qui vous permettent de déterminer non seulement la compatibilité de l'existence d'une planète semblable à la Terre avec l'âge du système, et puis dans sa composition même, en réalité, des preuves qui permettent d'apporter, ou en tout cas des faisceaux d'indices qui permettent de penser qu'il s'agit d'une probabilité crédible en quelque sorte. Alors, vas-y. Juste pour confirmer, encore une fois, vu le scoop que tu as annoncé, une planète masse et rayon de la Terre avec une atmosphère très riche en oxygène, ouais, mais c'est ça au départ, c'est ce qu'on a comme info, et après on va rajouter l'atmosphère. Bon, toi, tu vas plus loin parce que tu dis qu'il y a une couverture océanique, ce qui est quand même pas coton à trouver, ça c'est un autre débat. Mais vu l'atmosphère que tu donnes et vu les caractéristiques que tu donnes, oui, là il y a un loup, clairement. Il y a un loup qui nous amène à un débat très sérieux. C'est pas une planète, c'est pas juste un objet avec des cailloux qui a les mêmes caractéristiques que la Terre. C'est un objet avec du caillou, il s'est passé quelque chose de complètement similaire à ce que nous on a vécu depuis plusieurs milliards d'années. Ça c'est clair. Alors justement, on en vient à la question donc, qui va, non pas au-delà de la science, mais qui va compléter la science. Bien sûr, on va parler des premières missions qu'on pourra peut-être envoyer en direction de cette exoplanète, ou en tout cas les vérifications, les processus de vérification et les compléments d'informations que nous pourrons avoir, mais je me tourne aussi vers Laurent Genefort, écrivain de science-fiction. Quel impact pour l'imaginaire humain? On sait que la science-fiction imagine des mondes depuis des décennies, depuis des siècles. On sait que Giordano Bruno déjà imaginait la pluralité des mondes, mais aujourd'hui, quel impact pour l'imaginaire humain, et en particulier la science-fiction, de savoir qu'il existe, ça y est, véritablement, enfin, un monde semblable à la Terre? Cette révolution de la pensée, elle est déjà en route, en fait, je dirais. Je pense que statistiquement, on a déjà plus ou moins intégré le fait qu'on trouvera des terres, pas forcément vraiment une Terre 2, mais en tout cas une Terre sur laquelle la vie a pu éclore, même si on n'a pas la preuve. Mais si on se réfère au principe de médiocrité que les réactions chimiques sont partout les mêmes, si on les reproduit de façon à peu près identique, on peut considérer que la vie est
disons, avant la découverte des exotères, enfin des exoplanètes, ça restait une hypothèse. C'était très, très vraisemblable, mais ça restait une hypothèse. À partir du moment où on a eu où c'est passé dans le champ de l'expérimentation et que ça a été validé, il y a quelque chose qui s'est passé sur lequel on ne reviendra plus jamais. Ce n'est plus une simple expérience de pensée, en fait. C'est à partir du moment où on a la preuve, on rentre vraiment dans le champ de la science, alors que ce n'était malgré tout qu'une hypothèse, la pluralité des mondes. Et donc la révolution, elle a déjà eu lieu en réalité. Donc ce changement de modèle, de paradigme, on va dire, il a déjà été acté, en somme, il y a 20 ans, en 95, par la découverte de Queloz et Mayer. Exactement, mais en même temps, il faut une génération pour l'assimiler. C'est en ce moment que le grand public, il suffit de voir le succès justement même de l'astronomie maintenant, quoi, ça a fait naître des vocations, ça a fait flamber des vocations, la découverte de ces exoplanètes. Justement, pour les scientifiques, quel est l'impact sur la pédagogie de l'univers, la pédagogie que l'on fait à l'école primaire, à l'école secondaire, à l'université? Est-ce que c'est déjà intégré, les exoplanètes? Est-ce que les exoplanètes sont dans les programmes scolaires? Est-ce qu'aujourd'hui on enseigne à nos enfants qu'il y a d'autres mondes et que ça n'est plus une simple expérience de pensée? Quel est le regard que les scientifiques intéressés par la communication des connaissances que vous êtes, Olivier et Roland, jetés sur cette... Bon, c'est certain que, comme le disait Laurent, avant 1995, on se doutait qu'il y avait des exoplanètes, mais on n'en avait pas la certitude. Et c'est tout autre langage maintenant, où on est sûr qu'il y en a, et il y en a maintenant avec un nombre suffisamment important pour qu'on puisse commencer à faire des statistiques et commencer à parler de grand nombre, de dire qu'il y a quelques planètes par étoile statistiquement dans la galaxie, comme il y a environ 100 à 150 milliards d'étoiles, ça fait un bon paquet de milliards de planètes, et c'est plus trop une discussion maintenant. On n'est plus à est-ce que c'est 100 milliards ou 150 milliards, on voit bien que c'est plus de détail. On sait qu'il y en a un grand paquet de milliards dans la galaxie, et donc dans ce grand paquet de milliards, maintenant on a la confirmation qu'il existe une Terre bis, donc ça veut dire que dès qu'on en a une, on est sûr. Donc ça change vraiment le statut, c'est pas peut-être, mais on est quand même dans l'hypothèse. Le scientifique doit rester propre sur la façon dont il dit les choses. On va dire, on en est sûr. C'est une hypothèse, mais maintenant on en est sûr. Alors quand on en est sûr, alors on va commencer à en avoir une, puis après il y aura 2, puis 3, puis 5, puis 10, évidemment. Et puis après il y en aura un nombre suffisamment grand pour qu'on puisse commencer à faire des statistiques, et après on va pouvoir commencer à se dire, ah ben donc il y a donc un certain nombre de paquets de centaines de millions, de dizaines de millions d'exotères. Et là on commencera à avoir des idées plus précises sur ça, et donc ça commence à rentrer dans le champ de la science quantitative, statistique éventuellement, mais quantitative, et le discours change complètement.